Nous sommes réunis aujourd'hui autour de cette LPM, une LPM de 413 milliards d'euros de besoins programmés, exigeante, ça a été dit, mais qui est là pour l'intérêt supérieur de la nation. Une LPM exigeante, mais qui vous doit aussi de la visibilité et de la clarté. Alors, c'est important de vous le dire, et l'écueil, je pense, pour vous, industriels, serait aussi de finalement dépendre uniquement de la commande de l'État français. Et je pense qu'il est important de consolider vos stratégies industrielles, ce que vous faites, pour ne pas être dépendant de cette commande. Et ce qui motive ma question, pour tout vous dire, c'est un article le matin. Vous savez comment c'est, les députés, on a nos articles de presse qui tombent. Et un matin, j'ai eu un article parlant de la société d'Arcus. Donc vous pourrez du coup en discuter si vous le souhaitez. Et pour tout vous dire, j'ai été assez surpris de voir que finalement cette entreprise française dépendait uniquement de l'État et finalement était complètement comprimée et affolée parce que la LPM ne lui permettait pas d'avoir tout son plan de charge. Et ça m'a un petit peu interpellé. Donc je pense qu'effectivement, il y a deux, à mon avis, mais humblement, vous le savez mieux que moi, il y a deux possibilités d'éviter d'être dépendant de la commande publique. C'est bien entendu l'export, et pour ça on peut souligner ce que vous faites à travers vos différents groupes, que ce soit MBDA, Naval Group à travers ces frégates CFDI que vous avez évoqué, monsieur Éric Pommelet, frégates faites à Lorient avec Madame la députée qui est là. On sait apprécier le travail précis qui est fait autour de ces frégates, mais aussi par Nexter. Et donc, l'exportation est importante. Comment l'État vous accompagne vers l'exportation, parce qu'on l'a bien vu, pour le VBCI ou Scorpion, par exemple, il y a du besoin. Et d'autre part, pour éviter d'être toujours dépendant de la commande de l'État, c'est aussi peut-être tout simplement à se tourner vers l'industrie duale. Peut-être le comité Richelieu, d'ailleurs, en la matière, a beaucoup d'expérience. Pourriez-vous nous donner quelques idées ou exemples qui permettra peut-être de nourrir la réflexion de certains pour comment faire pour ne pas dépendre uniquement de la commande de l'État et pouvoir être solide pour son plan stratégique industriel. Je rappelle que dans la LPM précédente, les FDI 2 et 3 pour la France étaient décalés, on va dire étalés dans le temps. C'était au tout début de mon arrivée, donc il y a un peu plus de 3 ans maintenant, en dialogue permanent avec le ministère des Armées, et avec une vision sur la charge industrielle, où effectivement la charge n'était pas supportée uniquement par les programmes à l'export, il a été décidé par le ministère des Armées d'avancer les FDI 2 et 3 prévus pour la France. Et dans l'objectif à la fois de soutenir la charge industrielle, mais aussi de permettre une vente à l'export à cycle court. Et c'est ce qui a été fait avec la Grèce finalement, puisque le fait d'avoir avancé les FDI 2 et 3 a permis de sécuriser un calendrier de livraison pour la Grèce, et la campagne grecque qui a eu lieu en 2021 s'est basée sur le calendrier de la France étant d'accord de livrer finalement ces 2 frégates à la Grèce si la Grèce les commandait. Et le programme FDI français est revenu sur la trajectoire initiale, et la Grèce a permis d'intercaler. Si on n'avait pas eu l'avance des FDI 2 et 3, je ne sais pas si nous aurions pu être aussi compétitifs à l'export sur la Grèce. Vous posez beaucoup la question de l'international, de l'export. Peut-être que mes collègues répondront notamment sur le rôle de l'équipe France. Mais la capacité d'un outil industriel à livrer dans des délais, et dans des délais courts, est extrêmement important à l'international aujourd'hui, y compris par des programmes de bateaux. Voilà, donc la LPM prévoyait des frégates livrées plus tard. D'un commun accord, on a trouvé le moyen d'avancer les commandes pour la France, ce qui nous a permis de proposer à un client export de les livrer rapidement, et la France s'est remise sur son calendrier original. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas encore une visibilité complète sur les calendriers qui est en cours de discussion au ministère des Armées, mais de toute façon, le dialogue permanent avec le ministère des Armées et les services de l'État permet d'ajuster nos plans de charge à la réalité de l'international et de la commande nationale. Je rappelle juste que pour Naval Group, la commande nationale, c'est à peu près 65% de notre activité, 35% à l'international. Donc sur la dépendance sur l'export et sur la façon dont l'État peut nous aider ou nous aide, je ne vais pas rajouter grand-chose par rapport à ce qu'a dit Pierre-Éric. Je pense qu'il y a la notion du dialogue permanent. L'État est complètement au cœur de toute exportation, puisque de toute façon, fabriquer des armes ou les vendre est interdit par la loi.
Et donc, à chaque fois que nous faisons ça, nous le faisons par dérogation, et encore plus quand on va à l'export. Donc, il y a un dialogue de toute façon, de fait, très très intime avec l'État. L'État est complètement au cœur. L'État a des leviers d'action, effectivement, en termes de lissage de capacité de production. Dans le cas de MBDA, souvent, c'est également une affaire de répartir finalement au fil des années la façon dont on satisfera les besoins de l'État français de façon à pouvoir livrer plus ou moins vite également des clients export. L'aspect gouvernement à gouvernement est un élément très important de compétitivité de l'équipe France. Alors Pierre-Éric a juste mentionné l'équipe France. Je pense que à chaque fois que nous arrivons à jouer en tant qu'équipe France, nous sommes beaucoup plus forts, et je pense que ça devient de plus en plus important dans le contexte hyper concurrentiel auquel nous sommes confrontés. Les exemples récents pour MBDA, par exemple, où cette équipe France a extrêmement bien fonctionné, je mentionnerai les Émirats Arabes Unis, je mentionnerai également la Grèce avec Naval Group. Je pense que c'est très très important. Et dans, je dirais, les outils pour remporter ces compétitions export, effectivement, Nicolas Chamussi a raison. Comment dire, l'outil, être capable également, dans certains cas, d'avoir des contrats de gouvernement à gouvernement, devient important. C'est un outil que les États-Unis utilisent énormément. Et il y a des cas aujourd'hui de compétition dans lesquels MBDA est engagé, où on se dit que si on n'arrive pas à faire la même chose du côté français, on aura du mal à remporter ces compétitions. Donc je pense que ça, c'est un élément important. Pour répondre peut-être à la question de monsieur le rapporteur tout à l'heure sur l'export, Nexter, donc entreprise qui fait 4500 salariés, autour d'1,5 milliard, un petit peu plus de chiffre d'affaires, on fait bon an mal an entre 40 et 50% de notre activité à l'export. Donc la dépendance à l'État, elle est là, mais elle n'est pas que là. Donc voilà, l'export est absolument fondamental. Je crois que mes collègues l'ont dit, je l'ai rappelé tout à l'heure. Alors comme idée, il y a effectivement ces contrats d'État à État light, enfin on va le faire en français, allégés, qu'on appelle, je pense, tous de nos voeux. Je voudrais juste rappeler une caractéristique un petit peu particulière de notre activité. Vous connaissez probablement le contrat CAMO. Alors, dont le petit nom veut dire capacité motorisée, mais à la limite, peu importe. Ce qui compte derrière tout ça, c'est un contrat, évidemment, dans un cadre d'accord de gouvernement à gouvernement entre la France et le Royaume de Belgique, par lequel la Belgique va acquérir, ou a déjà acquis, ils sont en cours de préparation, des César, des Griffons, des Jaguars, des Serval, j'en passe et des meilleurs. Donc ça, d'un point de vue industriel, ça a un intérêt évident pour nous. Le premier, c'est que ça donne de la visibilité. Le deuxième, c'est que ce que commande la Belgique, ce sont stricto sensu les mêmes matériels que ceux qui sont commandés par la France. Alors, derrière le stricto sensu, évidemment, on change la cocarde, n'est pas tout à fait la même. Il y a quelques petits équipements spécifiques, mais pour 95%, les matériels sont les mêmes. Ce qui, pour nous, industriels, a évidemment de l'intérêt, pour nous, maîtres d'œuvre, mais surtout pour nous, chaîne de fournisseurs sur le territoire national. Et je pense qu'il y a un deuxième aspect bien plus important, au-delà des aspects industriels, c'est l'alignement que sous-entend cet accord des modèles d'armée. Les modèles de formation vont être les mêmes, les personnels vont être formés de la même manière, la structuration des régiments qui utilisent ces matériels vont être la même, c'est-à-dire que le nombre de personnes sera le même, le nombre de servants de pièces sera le même, le système de soutien sera le même, sera partagé, tout en garantissant l'autonomie stratégique de l'un et l'autre des pays, mais en mutualisant. Ce sont des montants assez significatifs pour Nexter. Et je pense qu'ils vont à nouveau bien au-delà de l'aspect industriel qui est important, mais aussi ce que ça veut dire même en termes d'alignement des pays, de soft power de la France. Et je pense que ce type de modèle
mérite d'être pérennisé, d'être déployé. Alors vous savez qu'aux portes de la Belgique, si j'ose dire, se présente le Luxembourg qui veut bénéficier du même type de schéma. Voilà l'exemple type de sujet. Je ne sais même plus si on doit parler d'export, puisque c'est du partenariat industriel et étatique que j'appelle absolument de mes voeux. Je reviendrai sur quelques points. Une question a été posée notamment sur c'est à la fois la dépendance, la dualité des entreprises. Alors en ce qui concerne les petites entreprises, les PME, les ETI, ça fait assez longtemps que nous ne sommes pas concernés par ce problème de dépendance. La DGA, depuis, on va dire, le milieu des années 90, a très clairement fait passer le message aux PME qu'elles devaient être duales et que c'était aussi à la fois un moyen d'assurer leur pérennité. Donc la plupart de nos entreprises sont toutes duales, avec une proportion d'activité défense qui varie évidemment en fonction des activités et des moments. Ça a aussi un gros avantage, le fait de développer des applications, des produits, des services dans le domaine du civil permet aussi de répondre et de proposer des innovations au secteur de la défense sans avoir à supporter des coûts de développement spécifiques. Alors le corollaire, évidemment, je l'ai évoqué dans mon propos liminaire, c'est l'accès, le passage à l'échelle, comment on peut intégrer ces technologies dans un environnement particulier et dans une volonté que l'on a compris de la DGA de simplification, on s'inscrit exactement dans cette optique-là. Donc on n'a pas, nous, ce problème, honnêtement, de dépendance, nos adhérents étant tous duo et travaillant à la fois dans le civil et dans le militaire, dans la défense. En ce qui concerne les problèmes de compétences et la question sur la réserve industrielle, je dirais telle qu'on peut la comprendre aujourd'hui, je dirais qu'à notre niveau, on considère que ça peut être une idée intéressante, mais on va rester, nous, très pragmatiques comme chef d'entreprise de petite entité. On attend les modalités pratiques et on espère surtout que ça sera simple à mettre en œuvre. Nous, ce qui nous fait peur, c'est les bonnes idées qui se traduisent par des choses très compliquées en fait en pratique et qui peuvent parfois nous faire renoncer à des dispositifs parce qu'ils sont beaucoup trop complexes pour nous. Sur la partie financement, pour répondre à votre question, je suis un petit peu embêté parce que je ne sais pas ce que racontent les banques ou les établissements financiers. Je sais, si je vous donne juste l'exemple de ma propre entreprise, les factures que je reçois, que j'envoie à MBDA, qui est mon client direct, sont refusées par certaines de mes banques. Voilà, c'est aussi simple, donc je ne vais pas vous raconter ce qu'on m'a raconté ou ce qu'on m'a dit. Moi, je le vis au quotidien, sous des prétextes de compliance, et le fait que MBDA fabrique des missiles m'interdit de présenter mes factures à certaines banques. Donc c'est une réalité, je la vis tous les jours. Ce n'est pas une généralité, ça serait faux de le dire, mais je pense que sur ce sujet, il serait peut-être intéressant de réellement pouvoir faire une étude sur la réalité que vivent les uns et les autres au quotidien. Et évidemment, il ne s'agit pas de mettre tous les établissements bancaires ou financiers dans le même panier. Il y a certainement des subtilités. Maintenant, d'une manière générale, même hors défense, c'est de plus en plus complexe de répondre aux conditions et contraintes dès que vous voulez mettre un financement en place. On se retrouve avec des questionnaires et des engagements à prendre que, très honnêtement, si on les respectait à la lettre, on ne pourrait plus rien faire. Donc aujourd'hui, il y a peut-être un vrai sujet, effectivement, et qui est amplifié si on travaille dans le domaine de la défense.